la session suivante, la quatrième et dernière session de cette journée, elle concerne toujours des démarches de durabilité, mais on passe, on va dire, de la logique des certifications, comme l'a rappelé Julie Stoll, ce n'est pas la certification, c'est les certifications, aux logiques on pourrait dire, de démarches volontaires, de démarches d'entreprises et d'ONG volontaires, c'est-à-dire qui ne font pas appel nécessairement à une tierce partie, et qui, d'une part, montrent comment des entreprises peuvent apporter leur propre approche, qui viennent compléter ce qui existe dans le cadre de la certification, comment les ONG travaillent sur le terrain pour elles aussi proposer via des projets et des financements spécifiques des démarches de durabilité différentes. Pour en parler, on aura d'abord Antoine Resque-Diomandé, qui est le responsable, le directeur de la RSE du groupe C'est Moi, chocolatier français depuis longtemps. Voilà Antoine, bonjour à vous. Ensuite, lui succédera Cédric Rabani de l'ONG Nitidae, dont Emmanuel Dolfus vient de parler. Donc je pense que, voyez, Cédric a fait une transition magnifique. Puis je donnerai la parole à Cécile Lachaud, qui pourra parler pour Noé des actions et du genre de choses que vous faites sur le terrain. La conclusion sera faite après le temps de questions-réponses que nous aurons par Christophe Côté, qui est le directeur Ghana de l'AFD, directeur de l'agence de l'AFD au Ghana, à Accra, et qui pourra, du coup, lui, il a les mains dans le cacao, si je peux le dire, qui pourra, comme Antoine Resque-Diomandé d'ailleurs, qui pourra nous mettre en perspective aussi ce qui a été dit et comment ça résonne pour lui. Sans vous prendre plus de temps, je passe la parole tout de suite à Antoine Resque-Diomandé pour nous présenter un peu les approches et la manière dont C'est Moi répond aux questions dont qu'on a posées toute la journée. À vous la parole. Merci Yann. Juste confirmez-moi que vous voyez mon écran. Oui, on vous voit, vous et votre écran, et moi je vous entends très bien. Je pense que tout le monde vous entend très bien. Eh bien, parfait. Il faut juste le mettre en diaporama pour qu'il soit en pleine page. C'est le petit... Voilà, exactement. Voilà, parfait. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier l'IDRI et les organisateurs pour la qualité des échanges. Je pense que si on ne connaissait pas la filière cacao et la filière chocolat, je pense qu'on ressort avec cette journée avec l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Je vais essayer de résumer notre approche sur le terrain et quelques réalisations, mais également partager quelques analyses sur l'environnement de la filière cacao avec vous. Et juste en titre d'introduction, juste présenter le groupe C'est Moi. Donc, c'est un acteur majeur du chocolat en France avec 11 usines, dont 14 usines, dont 9 en France. C'est Moi, c'est plusieurs modèles. C'est des produits que nous fabriquons pour les industriels et les professionnels du secteur. Donc, Frédéric Amiel, ce matin, avait bien détaillé les différentes étapes de transformation du cacao. Donc, nous sommes producteurs de chocolat de couverture pour des industriels, des acteurs de la pâtisserie, de la grande distribution, mais également nous produisons des produits à marque C'est Moi, à marque Jaco, à marque Quadro, et surtout le petit ourson guimauve que vous devez tous certainement connaître. Donc, nous produisons aujourd'hui 200 000 tonnes de produits par an, avec du cacao à hauteur de 100 000 tonnes que nous sourçons principalement en Côte d'Ivoire. Mais on a également un approvisionnement en cacao biologique qui provient essentiellement de l'Équateur, la République dominicaine, Pérou, et sur le large du golfe de Guinée, Sao Tomé. Donc voilà un peu juste pour planter le décor et repréciser qui est C'est Moi. Mais ce qui était surtout intéressant à présenter, c'est notre modèle. Donc C'est Moi fonctionne sur une filière intégrée. Donc on revendique de pouvoir fournir un chocolat qui est produit à partir d'un cacao
dont nous savons l'origine. Nous travaillons avec des planteurs directement en Côte d'Ivoire, donc c'est environ 30 000 planteurs aujourd'hui. Nous accompagnons les coopératives avec lesquelles nous achetons ce cacao, qui représentent sont environ 120 coopératives avec lesquelles nous travaillons. Ce cacao, il est broyé dans notre usine, principalement de Côte d'Ivoire, mais également en Pologne, pour atterrir dans nos usines de chocolat en France. Et finalement, nous déployons tout un ensemble de solutions logistiques pour livrer notre client. Donc, une chaîne assez complexe, large, mais une chaîne qui nous permet aujourd'hui de monitorer pas mal de risques liés à la filière cacao de manière plus sereine. En termes de transport, juste pour faire un teaser que vous avez sûrement tous vu, d'ici 2 ans, nous allons commencer à proposer un service de transport décarboné à nos clients, donc qui va compléter cette boucle de durabilité au niveau de la filière cacao. Face aux enjeux de la filière cacao qui ont été largement rappelés ce matin, donc les enjeux de déforestation, de travail des enfants, de productivité, de revenus des planteurs, je voulais partager quelques constats, des remarques et puis des positions. Donc, la première remarque, c'est qu'on a un peu tous une responsabilité partagée et lorsqu'on reparcourt le fil des présentations pour lesquelles je remercie vraiment tous les acteurs ce matin et cet après-midi, on se rend compte que la responsabilité, elle est partagée et elle est assumée de plus en plus. Donc, jusqu'aux consommateurs et aux distributeurs qui doivent favoriser justement les marques responsables, les marques dont les pratiques sont avérées et vérifiées sur le terrain. Une autre remarque, et qui va répondre à une des propositions qui avait été faite par Frédéric Amiel, qui parlait d'indicateurs communs de durabilité partagés par l'industrie et les États. C'est un peu ces 3 mouvements que j'ai voulu partager avec vous. Ces trois mouvements que je qualifierais un peu d'isomorphisme institutionnel, c'est-à-dire que les entreprises sont en train de converger vers des mêmes politiques, des mêmes pratiques, avec des indicateurs communs que nous sommes en train de définir. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons défini au travers d'organisations interprofessionnelles comme la World Cocoa Foundation, le CA, le syndicat du chocolat, des indicateurs, des référentiels communs pour parler le même langage. Donc, ces initiatives sont extrêmement positives pour la filière cacao et les plus remarquables aujourd'hui qu'on pourrait citer, c'est le CFI, donc le Cocoa and Forest Initiative, le Cocoa Action et l'ICI en matière de lutte contre le travail des enfants. Le deuxième mouvement dans cette tendance, c'est toutes ces initiatives, ces plateformes institutionnelles collaboratives pour favoriser les engagements de cacao durable, donc qui sont nés un peu dans les pays les plus grands importateurs de cacao, pardon. Donc en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, et je pense que cette initiative va bientôt voir le jour en France notamment. La dernière en date, c'est à l'initiative de l'Union européenne, la Sustainable Cocoa Initiative, qui est une plateforme d'échange que l'Union européenne a mis en place avec tous les acteurs, aussi hétérogènes soient-ils, pour parler des enjeux de la filière et mettre en place des réglementations, des due diligence et un ensemble de mesures qui vont mettre la pression et structurer davantage la durabilité dans la filière cacao. Et le troisième mouvement qui a été nommé, qui a été mentionné, je pense, à travers certaines questions, c'est un cadre un peu plus normatif qui se structure aujourd'hui, à travers notamment la norme cacao durable ISOCEN 34101, qui a été communiquée le 1er octobre 2019 à la Journée mondiale du cacao, et qui est le premier référentiel clairement défini sur ce que c'est un cacao durable. Donc, Régis Méritant en parlait d'ailleurs un peu également.
cette norme qui est en train d'être définie dans sa composante africaine et qui va voir le jour, je pense, très, très bientôt. Cet ensemble de normes, plus le travail et les référentiels des labels privés, constitue clairement aujourd'hui une définition plutôt consensuelle de ce que c'est le cacao durable. Il nous reste maintenant à l'opérationnaliser sur le terrain et ça va être un travail collectif qui va être mis en œuvre, je pense, d'ici l'année prochaine. De manière conséquente, nous avons… chaque acteur a une carte à jouer dans cet environnement pour intégrer cette durabilité de manière plus forte dans sa chaîne d'approvisionnement. Et nous avons choisi, nous, de structurer nos actions à travers un programme qui s'appelle Transparence Cacao et qui décrit notre action sur 4 volets dont je développerai que les 2 premiers tout à l'heure, à savoir la traçabilité, la préservation de la biodiversité et de l'environnement, une meilleure rémunération des planteurs pour le 3e pilier et la contribution à une diversification des revenus des planteurs. Et finalement, c'est proposer toujours un chocolat de qualité avec une conséquence qui est que lorsque le cacao est de très bonne qualité, on rémunère mieux le planteur. Donc, c'est d'amener le planteur à travers la professionnalisation à intégrer ces critères. Donc, sur la notion de traçabilité, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, notamment un outil de monitoring intégré qui nous permet aujourd'hui d'intégrer, mais de restituer aussi un certain nombre d'indicateurs sur le terrain à travers des données socio-économiques que nous avons collectées au niveau de notre réseau d'approvisionnement. À droite, vous avez, avec les petits pin marques, le réseau de coopératives avec lesquelles nous allons travailler sur le terrain aujourd'hui. Et ce sont des données aujourd'hui qui sont très précieuses puisqu'elles vont permettre de faire des analyses et de pouvoir surveiller le travail sur le terrain, surveiller les surfaces et puis surtout surveiller toutes les pratiques dans la filière cacao. Donc, comment cela se passe? Ça se passe à travers des enquêtes que nous menons sur le terrain. La première avait été réalisée avec une structure qui s'appelle Earthworm, donc anciennement TFT, donc qui nous a permis de collecter un ensemble de données socio-économiques sur les planteurs, mais aussi de réaliser des cartographies participatives avec les planteurs. Ce qui est intéressant, et on parlait, c'est Emmanuel Dolphus qui parlait de la question foncière, eh bien c'est un enjeu majeur que nous avons pris à bras-le-corps, puisque réaliser ces cartographies permet à terme justement de proposer des cartes à ces planteurs et pour qu'ils puissent connaître de manière précise les limites de leurs parcelles. Et cela est d'autant plus intéressant pour eux que pour nous, puisqu'on peut justement éviter les risques d'extension abusive ou d'extension par méconnaissance de leur plantation. Donc voilà, tout un travail qui est fait de collecte d'informations sur le terrain et qui va être intégré dans nos outils de monitoring. Alors, une initiative que je voulais mentionner, mais qui va un peu plus au-delà de notre action, c'est la carte de responsabilité cacao qui a été réalisée par Mighty Earth et MapHubs, qui est une véritable avancée pour nous parce que sur cette carte, nous avons l'ensemble des coopératives qui sont répertoriées de manière conjointe et qui va permettre aujourd'hui d'avoir une vision très claire d'où provient le cacao en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est un projet qui est à poursuivre avec maintenant une phase d'action, par exemple sur des zones d'approvisionnement croisé, mettre en place des services pour l'environnement ou d'autres typologies de projets qui peuvent avoir un impact pour l'environnement et les planteurs. Au niveau environnemental, on se focalise vraiment sur la restauration des vergers cacaoyers, la reforestation, mais également l'agroforesterie dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, on structure la formation des planteurs autour de bonnes pratiques agricoles qui sont les basiques pour une bonne gestion de la plantation.
On amène les planteurs à diversifier également leur production pour faire face à des périodes, par exemple en campagne intermédiaire de cacao, pouvoir être un peu plus résilient économiquement avec d'autres moyens de revenus. Et puis, on va les amener à développer leur plantation de manière plus professionnelle avec des plans de développement, une gestion plus rigoureuse de leur plantation. Et en matière d'agroforesterie, l'approche que nous avons co-construite avec Ecotira, Centre international de recherche en agroforesterie, c'est ce manuel qui est disponible, qui est public sur notre site transparence-cacao.com. C'est un manuel qui nous a permis de justement répertorier tout un travail de recherche qui a été fait sur les systèmes agroforestiers à base de cacaoyer. Donc, ce que nous avons réalisé, c'est toute une recherche sur le terrain avec des experts pour répertorier non seulement des espèces de plants, des espèces de légumineuses, de fruitiers, pour justement les intégrer dans les plantations de nos partenaires, pour faire, par exemple, du bois d'ombrage, pour, par exemple, produire des fruits ou diversifier l'ombrage, mais également aussi des essences qui vont permettre d'améliorer la fertilité des sols et régler les niveaux d'ombrage. Donc, on a travaillé sur des espèces, on a travaillé sur des modèles pour permettre justement aux planteurs d'avoir une véritable approche plus concrète de l'agroforesterie. Au-delà de ce manuel, ce que nous avons réalisé, ça me permet de présenter quelques résultats à date au niveau environnemental. Nous avons mis en place des parcelles de démonstration. Ce sont des parcelles qui sont des laboratoires pour nous, où nous allons expérimenter tous ces modèles que nous vulgarisons, et qui vont permettre aux planteurs de voir et de se rendre compte qu'on peut passer sur ces parcelles d'un rendement de 350-400 à quasiment 1 tonne, à 1 tonne l'hectare. Ce sont des résultats qu'on a aujourd'hui sur le terrain et qui sont très encourageants. Donc, on continue tout ce travail avec du planting, de la reforestation, avec de la distribution de plants, la formation des planteurs en agroforesterie, et puis surtout, ce qui est intéressant, ce sont ces comités RSE qu'on a mis sur le terrain, qui sont des points de contact avec les planteurs et les coopératives pour non seulement passer le message, la bonne parole, les former, les sensibiliser, mais également aussi recueillir des informations sur le terrain pour notre surveillance. Voilà quelques visuels de nos pépiniéristes qu'on a installés. Il faut savoir que le pépiniériste, finalement, dispose d'une activité économique, puisque ces plants qu'il va faire pousser dans sa pépinière vont être vendus à des planteurs, des coopératives. Et derrière, nous avons un cercle assez vertueux, puisqu'il va vivre de son activité et permettre aussi de développer l'agroforesterie avec les modèles que nous avons mis en place. Voilà. Et puis, à droite, vous avez un centre de ressources qui est aussi une sorte de laboratoire où nous travaillons tous ces modèles agroforestiers avec nos partenaires techniques. Donc, tout ce travail se fait bien évidemment avec des gens dont c'est le métier, des partenaires techniques, financiers, institutionnels également. Alors, pour terminer, vu que c'est l'IDRI qui m'invitait, je me suis dit que j'allais essayer de schématiser notre approche à travers une théorie des changements. Et je vais me donner à cet exercice. Et donc, notre programme Transparence Cacao a une stratégie de base qui est celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Proposer un cacao de qualité, garantir une traçabilité, professionnaliser les planteurs, préserver l'environnement et une stratégie de soutien. Cette stratégie de soutien va se faire par l'intermédiaire d'organisations interprofessionnelles, de plateformes diverses et variées pour multiplier et accroître l'échelle d'action. Et ces changements à court et moyen terme, cette filière cacao durable, c'est moi, se définit à travers des pratiques éthiques que nous mettons en place, des technologies, des certifications, et sur un certain nombre de critères de durabilité qu'on a un peu parcouru à travers cette présentation. Ce sont des critères d'ordre économique sur la rémunération du planteur, d'ordre environnemental, avec une meilleure connaissance des parcelles de cacao, d'où provient notre cacao, l'utilisation raisonnée des intrants chimiques, une gestion responsable des déchets sur les exploitations. Au niveau social,
eh ben, ce sont des conditions de travail décentes, la protection des enfants et la lutte contre les pires formes de travail des enfants, mais c'est également au niveau éthique la bonne gouvernance des relations contractuelles à long terme avec ses fournisseurs, ses coopératives. Nous sommes sur en général un minimum de 3 ans de coopération avec une coopérative, ce qui permet d'entretenir d'excellentes relations. Et puis c'est tout ce travail que nous allons faire au niveau RSE pour sensibiliser nos fournisseurs et les amener à être un peu plus innovants. Mais tous ces critères et toutes ces pratiques ont besoin d'un socle, donc un environnement institutionnel favorable pour développer une filière cacao durable. Donc ça passe par un système de prix qui soit plus juste, et nous saluons d'ailleurs le différentiel de revenus décent ou le LEED qui a été mis en place en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est aussi un système d'identification nationale des coopératives et des planteurs qui va nous aider à renforcer la traçabilité sur le terrain. C'est favoriser également le paiement dématérialisé, puisque en Côte d'Ivoire, nous disposons du mobile banking, qui est une innovation assez intéressante, qui permet de sécuriser les transactions entre les différents acteurs de la chaîne de cacao. Au niveau environnemental, c'est définir cette norme nationale de cacao qui est faite aujourd'hui à travers et l'ARS bientôt. Ce sont également des politiques nationales efficaces de préservation de l'environnement. Et nous saluons le code forestier qui a été mis en place en Côte d'Ivoire en 2019, en janvier 2019, et qui est assez innovant dans ces réformes. Nous attendons maintenant de voir l'application sur le terrain pour bénéficier de ces résultats. Donc, si nous avons cet environnement institutionnel avec toutes ces pratiques que nous mettons en place, ces pratiques maison, pour pouvoir renforcer l'échelle d'action et aboutir finalement à cette filière cacao durable, c'est-à-dire une filière où on rémunère justement le planteur, des forêts et une biodiversité préservée, une réduction du risque de travail des enfants dans la cacaoculture et une amélioration de la qualité du cacao dans ces pays producteurs. Donc voilà, j'espère avoir réussi cet exercice de la théorie du changement à travers notre programme Transparence Cacao, et je pense que j'en ai fini. Merci. Magnifique, merci beaucoup effectivement pour cette présentation très complète qui apporte oui, des compléments et une vision différente de ce qu'on a vu aujourd'hui, qui répond notamment à l'interrogation que posait Frédéric Amiel tout à l'heure sur le caractère un peu, on pourrait dire, redevable des engagements d'entreprise. Ici, on a beaucoup de chiffres et d'engagements concrets et précis et une certaine ouverture. C'est pour ça qu'il nous a paru intéressant de vous donner l'occasion d'en parler. Je donne maintenant la parole à Cédric Rabani, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Ingenuity pour nous raconter un peu leurs actions aussi sur le terrain et comment elles sont pensées pour répondre aux questions qu'on a soulevées jusque-là. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Oui, on le voit. Est-ce qu'on le voit? Parfait. On le voit, ouais. Et il vous reste à le mettre en diaporama. Voilà. Voilà. Non, pas encore. Voilà, c'est parfait. Bon, superbe. Merci beaucoup pour l'invitation. On est très heureux de participer à cette belle journée. On est invité sur cette session sur les pistes d'action. Juste pour dire rapidement, Nitidé, on travaille aussi bien sur des sujets de recherche et développement, d'études. On a vu tout à l'heure les travaux qu'on mène en ce moment avec l'EFI. Là, je vais plutôt présenter nos actions de terrain, notamment dans le cadre d'un programme qui a été financé par l'AFD et le gouvernement ivoirien sur un programme pilote RED+ en Côte d'Ivoire. Donc, c'est surtout sur ce volet-là. Et la composante cacao de ce programme que je vais parler de notre expérience et de montrer les pistes qui peuvent être utiles pour nos réflexions du jour. Alors, le contexte ivoirien, tout le monde le connaît. Excusez-moi d'utiliser une expression un peu
familière, hein, le cacao a bouffé la forêt. En fait, c'est une expression qui m'amuse parce que les Ivoiriens ont l'habitude, quand quelqu'un va bien, quand quelqu'un est en forme, en général, les gens disent ton cacao bouffe. Ça montre bien dans l'imaginaire collectif en Côte d'Ivoire le lien entre la prospérité, le bien-être et la réussite du cacao, et donc l'importance sociale, économique de cette filière. Pour autant, l'impact sur les ressources naturelles est visible sur cette carte de déforestation. Entre 1990 et 2015, qui a été publié dans un rapport de Mighty Earth, qui a suscité beaucoup de prises de conscience parmi les consommateurs, parmi les industriels et les politiques, bien sûr, et qui a généré un certain nombre de prises d'initiatives, hein, dont on a parlé tout à l'heure. On a eu un très bon exemple aussi avec les initiatives portées par différents acteurs. Pour éviter le suspense, la carte de 2015 de la Côte d'Ivoire montre que l'enjeu de déforestation, mon intervention sera surtout articulée sur les enjeux de déforestation, hein. L'enjeu de déforestation en Côte d'Ivoire est assez vite identifié. Il reste très peu de forêts ayant un intérêt écologique important. Vous avez les forêts sur l'ouest, que vous voyez la tache verte sur l'ouest, Parc national de Taï, très bien préservé, un gros travail des institutions ivoiriennes et des partenaires techniques et financiers. Et puis vous avez un petit réseau des forêts du sud-est, et c'est autour de ces forêts que je vous emmène maintenant. On a parlé tout à l'heure des initiatives à l'échelle d'une entreprise, comment l'entreprise peut prendre des engagements. Je vais essayer de vous emmener sur une approche plus autour de l'activation des ressources d'un territoire, une approche plus territoriale. Donc, avant d'agir, comprendre, analyser les dynamiques de déforestation à l'échelle d'un territoire, un diagnostic préalable est nécessaire parce que les facteurs de déforestation sont multiples. Bien sûr que le cacao est la principale cause de déforestation en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le seul, on va le voir dans notre territoire. Comme il n'y a pas qu'un seul facteur de déforestation, il n'y a pas de recette toute faite pour lutter contre la déforestation. Il est donc nécessaire de construire des solutions adaptées à chaque territoire. Les dynamiques locales et les marchés mondiaux vont forcément influencer les trajectoires sociales des exploitations des habitants d'un territoire et donc les dynamiques paysagères. Si on prend l'exemple de notre région de la Mai, vous voyez très bien les forêts dont je parlais tout à l'heure. Le cacao sur cette carte est en violet. Et on se rend compte qu'en fait, le cacao n'est pas présent dans toute la zone. On voit aussi des zones rouges ici, qui sont plutôt des plantations d'EVA. On voit aussi des zones jaunes, qui sont plutôt des plantations de palmiers à huile. Et on voit surtout que l'essentiel du territoire est couvert par cette zone verte qui est constituée en fait de forêts dégradées, de vieilles jachères, d'anciennes cacaoyères. Et c'est ça qui nous a frappé quand on a commencé à travailler sur ce diagnostic territorial, c'est l'importance de cette occupation du sol dans le paysage, qui reconstitue en fait la dynamique agroforestière observée dans cette région. On a une forêt dense, elle est transformée en cacao. On a vu ce matin les interventions qui montraient l'importance des booms du cacao et de leur exploitation de la rente forestière. Puis on a le cycle qui diminue, l'apparition de vieilles cacaoyères, de jachères qui sont petit à petit abandonnées. Et dès que les producteurs en ont l'occasion, ils vont transformer ces vieilles jachères, parce qu'il n'est plus possible de produire des cacao sur ces vieilles jachères, ils vont transformer ces vieilles jachères en EVA, parce que l'EVA devient une source de diversification, une autre source de revenus pour les planteurs. Et donc, on a cette séquence qui va se construire dans le paysage à des degrés divers en fonction des dynamiques locales dans les villages. Donc, on s'est posé cette question, comment faire évoluer cette trajectoire en optimisant l'existant, puisque finalement, on a un potentiel extraordinaire dans ces vieilles jachères, et valoriser ce potentiel sur les marchés mondiaux, puisqu'on l'a vu, certains acheteurs recherchent des cacaos fins, des cacaos anciens, des cacaos avec des profils aromatiques différents et qui sont produits dans des conditions environnementales plus durables. Donc, sur cette base de notre compréhension du paysage et de l'évolution des exploitations, on a construit ce qu'on appelle un PSE, un paiement pour service environnemental, dont l'objectif était d'essayer de freiner cette conversion de forêts ou de vieilles jachères dans des plantations monospécifiques plein soleil. C'était essayer de créer une incitation à préserver le couvert forestier et la biodiversité assez riche dans ces vieilles jachères. J'y reviens immédiatement. Donc, on avait ici une opportunité qu'on a essayé d'exploiter. Donc, ces nombreux arbres dans les cacaoyères dégradées constituaient
l'occasion de valoriser le maintien de ces arbres. Et comme c'était des vieilles cacaoyères abandonnées, les producteurs n'investissaient plus tellement dans ces cacaoyères, donc n'utilisaient pas d'engrais chimiques ou de pesticides dans ces cacaoyères, ce qui faisait un potentiel de production biologique intéressant dans un contexte de demande de ces produits. Donc on s'est dit, on a là les éléments pour valoriser cet état de fait, mais pas tellement valoriser pour laisser en l'état ces vieilles jachères, mais pour plutôt permettre à des producteurs de réinvestir dans ces jachères, de régénérer ce potentiel productif qui, comme on l'a vu, occupe l'essentiel de l'espace dans cette région. Et donc, on a construit ce système. Bon, pour ne pas les nommer, on a travaillé avec Eltereco qui s'est montré intéressé par acheter ce cacao et de rémunérer ses efforts de préservation du couvert forestier. Donc ça, c'était le concept, l'idée. Maintenant, comment le mettre en œuvre de manière facile, opérationnelle. On a utilisé, pour mesurer, pour mettre en place cette incitation, on a utilisé en fait une technique forestière. Donc là, comme je dis, c'est un PSE dans le secteur agro, mais qui utilise une technique forestière qui est utilisée par les forestiers pour évaluer le couvert forestier dans une plantation. Donc on utilise ce qu'on appelle la surface terrière. Petit passage technique, peut-être que je vais vite là-dessus. C'est simplement un outil qui est très simple et qui permet de mesurer rapidement dans une plantation le couvert forestier. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la corrélation entre la surface terrière et le stockage du carbone est très bonne et que ça en fait un excellent indicateur de stockage du carbone dans une parcelle. Donc ça, c'était un premier avantage. C'est quelque chose qui se peut faire à grande échelle, plus facile que d'aller compter des arbres dans une parcelle, ce qui est souvent très laborieux et très coûteux en temps pour évaluer le nombre d'arbres dans une parcelle. Là, il suffit d'aller dans une parcelle, de faire le tour avec la petite lunette que vous voyez sur l'image et ainsi d'évaluer le couvert forestier. Et enfin, on s'est rendu compte que d'un point de vue accompagnement des producteurs sur le terrain, c'est un outil très intéressant. C'est-à-dire qu'il va permettre d'évaluer cet ombrage et de se rapprocher d'un ombrage optimum qui est donné par la littérature sur l'ombrage optimum entre les services écosystémiques que va apporter l'ombrage et le potentiel de production en cacao. Très bien expliqué ce matin par Patrick Jagoret, le grand spécialiste de cette question-là. Donc c'est aussi un outil qui nous permet d'accompagner les producteurs plutôt que d'aller vers des approches très normatives de type voici les modèles qu'il faut appliquer, il faut tant d'arbres à l'hectare. Ici, on a quelque chose qui est souple et qui permet d'accompagner le producteur dans sa régénération de la cacaoyère. Et donc, on a défini un seuil qui permettait de déclencher le paiement du service, le paiement pour service environnemental. On a ramené ce paiement au kilo de fève. Ça aussi, c'était une originalité. Plutôt que de le ramener à la surface, on l'a ramené au kilo de fève produit dans ce système agroforestier, ce qui permettait aux producteurs d'avoir une meilleure rémunération dans une cacaoyère qui est plus riche en couvert forestier et en biodiversité. On a également fait tous les inventaires biodiversité de ces cacaoyères. Je salue au passage le travail de mes collègues de terrain, notamment Rolande, si elle nous écoute, qui a fait tout ce travail d'analyse et d'investigation au sein de ces cacaoyères, ce qui nous permet aussi d'imaginer des paiements pour services en lien avec la préservation de la biodiversité, de l'agrobiodiversité dans les forêts. Voilà très rapidement expliquer le concept. Il est aujourd'hui possible de le mettre à grande échelle parce que le système d'évaluation de la surface terrière est très facile à mettre en œuvre. On peut former des techniciens à le faire et ça permet ainsi d'intégrer d'autres producteurs dans ce système. Quelles sont les leçons qu'on a pu tirer de notre expérience? Tout d'abord, l'approche territoire nous semble indispensable pour aller plus loin dans ces programmes de lutte contre la déforestation. C'est réellement un catalyseur. C'est quelque chose qui va permettre d'impliquer les communautés locales aussi bien à l'échelle très locale qu'à l'échelle décentralisée. C'est ce travail d'aller-retour entre le terrain et une échelle plus globale qui nous a permis de faire du lobbying pour aboutir à la création et à la mise en protection des dernières forêts de cette région et de créer une réserve naturelle des forêts de Mabillaya, qui a été une grande réussite de ce projet. Et donc, cette échelle permet du diagnostic à la mise en place d'une stratégie, d'accompagner
tous les acteurs, de ne pas travailler seulement sur le cacao, de ne pas travailler seulement sur l'agriculture, mais toutes les composantes d'un territoire. Et pourquoi pas d'imaginer d'aller vers une certification territoriale où des territoires, dont la juridiction reste à définir, qui prennent des engagements dans leur planification, dans leurs investissements pour préserver les ressources naturelles, pourraient attirer des acheteurs intéressés par des produits qui viennent de ces régions-là, attirer des bailleurs de fonds qui sont intéressés pour financer la préservation de la ressource naturelle, des conservations des espaces forestiers, générer des crédits carbone à l'échelle de ces territoires. Bref, on peut imaginer une agrégation d'investissements qui permettent de financer des infrastructures pour le bien-être des populations et la préservation des ressources. L'autre gros apprentissage, et ça on en a parlé tout le long de la journée, c'est la nécessité de réinvestir à l'échelle du planteur, parce que là on va contre l'histoire. L'histoire, comme on l'a vu, le cacao se développe sur une rente forestière. Régénérer une vieille cacahuère, ça demande de la technicité, ça demande de l'intensification au travail. Je fais le lien avec ce que disait Christophe Eberhardt dans la session numéro 3. Ça nécessite de réinvestir en travail dans une cacahuère et ça demande de rémunérer cet investissement. Se pose la question des prix. Je prends encore une fois l'exemple d'Ethicable et cet engagement pour des prix rémunérateurs pour accompagner ce changement. La question se pose du changement d'échelle. Aujourd'hui, notre PSE était à peu près à 100 francs par kilo en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est selon les prix du marché, on va dire entre 10 et 20% du prix additionnel. Est-ce que le marché sera capable de financer ça à grande échelle ? C'est ce qu'on espère tester dans les années à venir. Enfin, je fais le lien aussi avec la perspective CIRAD sur ce papier qui vient de sortir sur le potentiel du cacao agroforestier, cet art de concilier la production et les services que l'on peut retenir d'un couvert arboré. Et ça, c'est beaucoup d'innovation paysanne, c'est de l'accompagnement technique et c'est les enjeux de la production du cacao de demain. Enfin, co-construire des solutions adaptées à chaque contexte, comme on l'a vu, accompagner la diversité versus imposer des standards. On a besoin de reconnaître les savoir-faire des gens qui vivent sur les territoires et leurs enjeux et leur capacité à se projeter dans les territoires. Enfin, ne pas regarder uniquement le cacao. On parle beaucoup de cacao quand on parle de lutte contre la déforestation. Il faut ouvrir et favoriser les regards croisés, la transdisciplinarité. Cette idée du PSE est venue d'un travail entre des agronomes et des forestiers. Pour moi, c'est un bel exemple de transdisciplinarité. Je vais y arriver. Et enfin, distinguer les enjeux. Agroforesterie n'est pas lutte contre la déforestation. Je fais le lien avec ce qui est dit ce matin par l'IDRI sur il faut d'une part stopper la conversion des forêts en cacaoyères et d'autre part favoriser l'introduction d'arbres dans les cacaoyères. Il y a un gros risque aujourd'hui avec une certaine forme de cynisme ou de mauvaise compréhension des enjeux, à dire que distribuer des plants forestiers ou cacaoyers, c'est lutter contre la déforestation. Non, réintroduire de l'arbre dans une cacaoyère, c'est une chose. Lutter contre la déforestation, c'en est une autre. Et aujourd'hui, il y a besoin d'actions assez urgentes. Quand on voit les cartes de déforestation de Côte d'Ivoire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'études pour montrer où se situent les enjeux. Je termine simplement par rappeler que toutes ces petites innovations ont été développées dans un programme plus large, qui était ce fameux programme REDD+ de l'AME, financé par l'AID et le gouvernement ivoirien, qui a notamment travaillé sur la certification foncière, sur l'accompagnement des développements locaux et sur beaucoup d'autres choses que vous pouvez découvrir sur notre site web avec le mot-clé PRM, projet REDD+ de l'AME. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop débordé le temps. Merci beaucoup, c'était effectivement très complet mais concentré, comme un bon concentré de cacao, c'était parfait. Sans vous prendre de temps, je passe à présent la parole à Cécile Lachaud de Noé pour nous exposer de même la vision, les démarches, les projets qui peuvent exister dans ce domaine de votre part. À vous la parole, Cécile. Merci Yann, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui… Alors là, vous ne partagez pas la bonne fenêtre, on a votre… Voilà, là c'est ça, c'est la bonne. Il vous reste à la mettre en diaporama. C'est le cas, ça arrive, je suis en connexion corésienne.
Ah, ok, Il y aura un petit parfait, c'est décalage. parfait. Super. Je vais vous présenter en fait comment la gouvernance communautaire peut appuyer à la mise en œuvre de bonnes pratiques, hein, en particulier la protection des forêts. Et donc, après vous avoir rappelé un contexte et principalement le modèle des crémas au Ghana, je mettrai en avant 2 exemples au Ghana. Donc, en 2020, comme vous le savez, on était censé avoir une grande année pour les forêts, mais il y a 6 ans, une large coalition de gouvernements, d'entreprises et d'acteurs de la société civile ont approuvé la déclaration de New York sur les forêts, qui visait donc à réduire de moitié la déforestation en 2020, d'y mettre fin en 2030. Mais voilà, 5 ans après, les résultats sont catastrophiques. Donc, les taux de déforestation ont en fait augmenté de 43% depuis 2014. Et donc, comme on l'a vu toute la journée, effectivement, les terres forestières continuent d'être converties à d'autres utilisations commerciales, ce qui indique malheureusement que les bénéfices à court terme de la conversion des forêts l'emportent toujours sur les bénéfices long terme de la conservation de ses propres forêts. Donc, malgré cela, effectivement, on l'a vu, on l'a rappelé aussi avec ces mois, de nombreux acteurs privés, publics ont mis en œuvre des mesures pour lutter contre la déforestation, mais souvent, et certaines mesures ne font pas face aux facteurs interconnectés de la déforestation. Donc, ces stratégies, en fait, fonctionnent souvent mal. Elles sont principalement complexes, liées à la certification, souvent coûteuses, trop lentes. Donc, il faudrait sans doute changer de stratégie, changer de modèle. Et donc, pour nous, les entreprises doivent bien sûr faire le travail de nettoyage des chaînes d'approvisionnement, mais aussi protéger et financer la protection des forêts et de la biodiversité. Donc, c'est-à-dire que le soutien direct de la conservation des forêts, c'est un moyen plus simple, rapide pour les entreprises, comme je le rappelle effectivement, tout en nettoyant les chaînes d'approvisionnement en parallèle, et donc s'associer aux communautés qui protègent les forêts et qui protègent les forêts en périphérie des exploitations agricoles. Ces entreprises peuvent donc avoir un impact direct et mesurable sur le maintien des forêts. Donc, dans le cadre de nos projets au Ghana, cela est rendu possible par la signature d'accords de conservation entre communautés et entreprises, avec pour les deux des obligations de résultat et éventuellement avec une certification externe. Donc, cet accord formalise donc la relation entre l'entreprise et la communauté. D'un côté, les communautés vont conserver les forêts, exploiter durablement la ressource et bien sûr délivrer des produits suivant un cahier des charges défini avec l'acheteur. Et d'un autre côté, l'entreprise donc finance une prime biodiversité aux communautés. Au Ghana, ces fonds de conservation sont gérés par les communautés et principalement donc par les crémas. Les crémas, c'est un mécanisme de gouvernance et de gestion communautaire des ressources naturelles. Je vais essayer, si ça fonctionne bien, vous montrer une infographie animée qui explique ce mécanisme des crémas et ensuite je présenterai 2 exemples précis. Alors, vous me direz si ça fonctionne bien, Yann. Oui, je vais vous dire ça. Community Resource Management Area. Alors non, on entend, mais on ne voit pas. It is a community natural resources governance and management tool. The CREMA boundary is defined by the communities. The CREMA is established by a democratic process. The communities elect representatives involving different categories of actors who form a Community Resource Management Committee, CRMC. In each community within the CREMA, representatives from each of the CRMC are elected to form a CREMA Executive Committee, CEC, which oversees the CREMA operations. With the support of external stakeholders, the community members draft a constitution and a bylaw, which is gazetted by the District Assembly. The CREMA receives a certificate of devolution from the government, giving them the legal right and power to manage their natural resources. The CREMA develops a management plan. A patrol team is formed in each community to monitor activities and enforce the CREMA regulations.
The CREMA gives concern for logging and hunting, restores the forests, supports farmers and improves their agricultural practices, and undertakes environmental awareness raising and campaigns. Producers are linked with businesses supporting sustainable community enterprises and buying products at fair prices. A conservation agreement can be signed, and the company can contribute to the conservation fund to support CREMA activities. With all these actions, the forest and wildlife will be restored. Donc, si vous avez bien suivi, c'était pour expliquer rapidement le modèle de création des CREMA, qui est un modèle de gestion communautaire. Je vais vous montrer deux exemples au Ghana sur lesquels on travaille, deux projets qui ont été cofinancés par l'AFD. Donc, le premier se situe en périphérie c'est la forêt transfrontalière de Kwabré-Tanoé, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est une forêt de 13 300 hectares, 2 500 étant au Ghana. C'est une forêt très importante pour la protection de la biodiversité, vu que c'est l'un des derniers habitats du cercopithèque de Rolloé, un des 25 primates les plus menacés au monde, ainsi que du mangabé couronné, et possiblement du colobe de Waldron, qui a peut-être déjà disparu à l'état sauvage. Donc sur ce site, nous travaillons avec l'ONG locale WAPCA, qui, à la demande des communautés, les a appuyés à la mise en place d'une CREMA en 2014. Donc jusqu'à présent, cette communauté, cette CREMA, était très active dans les activités de conservation, en particulier avec la mise en place de patrouilles, le biomonitoring des espèces de primates en particulier, mais il n'y avait aucune durabilité financière sur le long terme et donc une forte dépendance des financements extérieurs. Donc l'objectif du projet qu'on a mis en place, c'était de développer des filières pro-biodiversité avec ces communautés pour permettre le financement de cette CREMA et donc des activités de conservation sur le long terme. Donc parlons un peu cacao, vu que c'est à l'ordre du jour. Donc nous avons lancé un partenariat avec une LBC, donc une License Buying Company, qui est le trader de cacao, qui achète aux producteurs. Ce partenariat a pour but d'appuyer les producteurs à la conversion au bio. Et l'objectif du projet, bien sûr, est d'augmenter le nombre d'agriculteurs bio dans les années à venir, en passant de 500 à 1000, et d'augmenter le rendement, donc au total, de passer de 465 tonnes à plus de 1000 tonnes par an. Donc au Ghana, la répartition du bonus bio, la LBC en fait reçoit un bonus de $600 par tonne pour le cacao bio. 70% de ce bonus reste au niveau de la LBC, donc le trader, qui lui permet de recouvrir tous les coûts qui sont liés à la certification, et 30% reste aux producteurs. Mais on l'a bien compris, l'objectif n'est pas seulement de certifier la parcelle. Donc, sur ce site-là, on est à peu près à 1000 hectares à l'heure actuelle. Donc, mais il faut faire en sorte en fait, que ces filières participent à la conservation globale du territoire et donc de l'ensemble de la CREMA. Donc, nous sommes en cours de négociation avec la LBC, le trader, pour une contribution à un fonds de conservation. Donc, on est en train de négocier entre 2% et 5% du bonus bio qui serait en plus reversé à la CREMA. Donc, ce fonds sera utilisé, bien sûr, pour financer les activités de conservation en particulier et assurer la durabilité de l'approvisionnement en cacao bio. Donc, si on se projette, l'année prochaine, on pourrait, avec les volumes et le nombre d'agriculteurs que l'on a, obtenir un fonds de conservation qui serait entre 5 000 et 13 000 $ par an. Et bien sûr, avec l'augmentation du nombre de producteurs et l'augmentation du rendement, on pourrait se projeter dans les années à venir avec un fonds de conservation qui oscillerait entre 12 000 et 32 000 $. Ce qui n'est quand même pas rien pour les CREMA, sachant qu'en plus sur ce site, nous développons la filière huile de coco bio et équitable qui va générer à partir de l'année prochaine 10 000 $ par an en plus. Donc, on va passer à un deuxième site. Donc là, on se situe en périphérie de l'aire de conservation de Kakoum. On travaille en partenariat avec NCRC, une ONG locale qui, elle, a une approche territoriale. Donc, on retrouve nos CREMA
grâce au projet, nous avons pu mettre en place 4 crémas et 29 communautés. Donc, ces crémas, en fait, sur ce site-là, c'est l'unité de base d'un système de gouvernance à l'échelle du territoire. C'est-à-dire qu'elles sont regroupées, ces 4 crémas, dans une sorte de méga structure qu'on appelle HIA, Hotspot d'Intervention Area. Et donc, ce hotspot va être appuyé par un consortium dans le territoire. Bien sûr, les institutions publiques, mais aussi les entreprises. Donc, sur ce site-là en particulier, donc Hershey's, Ecom, Lint et Olam ont rejoint le consortium. Ils appuient au renforcement de la gouvernance, peuvent aussi donner des formations aux producteurs pour améliorer les pratiques et appuient à la réplication du modèle à d'autres communautés et donc la création potentielle de nouvelles crémas. Donc, ces entreprises ont bien compris que s'il n'y avait pas de système de gouvernance en fait, robuste au niveau du territoire, elles ne seraient pas en capacité de respecter leurs engagements. Donc, comme on en a effectivement discuté tout au long de la journée, ça a été rappelé ce matin par Monsieur Welkener, qu'il était nécessaire en fait, d'avoir des indicateurs qui définissent un territoire durable et une production durable. Donc, dans le cadre de ce projet, le NCRC fait partie en fait, de Landscale. Donc, Landscale, c'est une plateforme qui est disponible pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, qui met en place des indicateurs donc, qui permettent d'évaluer les facteurs environnementaux, socio-économiques et les indicateurs de gouvernance au sein du territoire. Cela permet aussi aux acteurs du territoire d'identifier les risques, de se fixer des objectifs. Les résultats et les évaluations qui sont réalisées par Landscale peuvent être ensuite vérifiés par un auditeur extérieur et les rapports sont mis à disposition sur cette plateforme. Et par la suite, donc en particulier pour les brands, les Hershey, Lint, ils peuvent communiquer auprès de leurs consommateurs directement sur l'évolution de la mise en place des objectifs. Donc, si vous voulez en savoir plus, la version 2.0 de Landscale est en cours de consultation publique. Donc, vous pouvez aller sur le site pour avoir tous les détails. Et comme on le voit donc sur ce site-là, la créma joue un rôle aussi important en fait pour collecter les données qui seront ensuite insérées dans la plateforme. Et donc en conclusion, donc si on revient un peu à notre introduction et donc à la déclaration de New York sur les forêts, les 5 recommandations des experts de la déclaration de New York pour atteindre les objectifs, au moins jusqu'à d'ici 2030, il faut donc impliquer les communautés locales à la conservation des forêts. Pour eux, lorsque les communautés disposent de droits fonciers complets pour régir les territoires forestiers, ces forêts et le carbone, bien sûr, qu'elles stockent, sont mieux protégés au fil du temps. Deuxième recommandation, un financement dédié et fiable qui implique une réorientation du financement vers des activités qui ont des résultats positifs en matière de conservation. Davantage de financement, à bon entendeur. Des engagements, bien sûr, internationaux. On en a parlé avec la CNDI ce matin. Et bien sûr, une gouvernance forte, en particulier l'amélioration de la gouvernance forestière et son application. Donc, si on regarde bien, le système présenté des crémas correspond en grande partie à la mise en place de ces recommandations. Mais techniquement, on pourrait aussi aller plus loin dans le sens où la créma peut aussi gérer des problématiques sociales, telles que le travail des enfants, mais aussi la réallocation des producteurs qui ont leur champ dans les parcs nationaux et promouvoir aussi l'équité homme-femme. On l'a vu sur d'autres projets où lorsqu'on développe des activités génératrices de revenus avec les femmes et où on met en place des fonds de conservation spécifiques, dans ces cas-là, on donne enfin, on va dire, une voix aux femmes pour gérer durablement les ressources naturelles dans leur paysage. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Cécile Lachaud, pour cette présentation très concentrée aussi et qui nous a permis de tenir le temps. J'ai une série de questions pour les uns et les autres. Je vais essayer de vous les présenter à peu près en indiquant à qui je suppose qu'elles s'adressent. Dans certains cas, ce n'est pas tout à fait évident, mais je vais essayer. Il me semble
qu'il y a une question très claire pour Antoine. Il risque de demander deux questions pour vous. La première, c'est est-ce qu'il y a un lien avec les territoires, est-ce que le lien avec les territoires, pardon, est-ce que le lien avec les territoires entre-t-il dans les indicateurs de la RSE? Et par exemple, est-ce que il y a des choses sur l'aide à la scolarisation des enfants dans le cadre des indicateurs de RSE? Ça, je pense que c'est pour Antoine Rest demander. Je suppose pour Cédric Rabani, il y a des questions sur, en fait, en gros, les rendements de production du cacao avant votre intervention et après le développement du modèle d'agroforesterie, le prix de vente avant, le prix d'achat, les méthodes de suivi du cacao pour vous assurer que le projet ne génère pas de déforestation. Je suppose que c'est pour Cédric Rabani, mais si d'autres se sentent plus interpellés par cette question, n'hésitez pas. Vous avez aussi une question sur l'utilisation de l'indicateur de surface terrière et vos projections futures. Sur à quoi ça pourrait nous amener? Est-ce qu'on peut imaginer d'intégrer cet indicateur comme nouveau critère de certification? J'imagine un peu dans l'esprit de la mesure du stock de carbone en alternative ou en complément de ce qu'on appelle les stocks de high carbon stocks. J'imagine que c'est ça qui est derrière cette question de Marius Serron. Il y a des questions pour Cécile sur quelles sont les interactions entre les crémas, les structures villageoises, les chefferies traditionnelles et les autres structures administratives locales. Voilà. On a une question aussi sur le lien entre... Est-ce que vous avez simplement établi un lien entre les cacaoculteurs et Altereco, ou est-ce que vous jouez un rôle de collecteur, par exemple, dans la filière commerciale du cacao? Oui, et puis une question sur l'évaluation de l'impact des crémas. Est-ce que ça a été évalué? Et est-ce qu'il y a des évaluations de ces impacts, de ces effets pour la conservation de la biodiversité? Enfin, vous avez une question sur le temps nécessaire. Évidemment, ce type de projets qui sont institutionnels posent toujours la question de ce que les économistes appellent le temps de transaction, le coût de transaction, pardon, c'est-à-dire le temps que ça prend pour mettre en place toute cette ingénierie institutionnelle dans une créma. Voilà, et comment vous avez réussi à gérer les choses vis-à-vis des services forestiers qui ont souvent une assez mauvaise perception des questions agricoles et la conciliation entre les services forestiers et les agents agricoles. Voilà en gros les questions que j'ai essayé de distribuer. Je vais changer de méthode et je vais plutôt commencer par les questions pour Cécile, parce que je pense qu'elles sont là très spécifiquement ciblées vers votre intervention, donc, comme on vient d'en parler. Donc, évaluation de l'impact des crémas et le temps que ça prend, notamment le temps de négociation avec les différentes parties prenantes dans ces systèmes. Vous n'avez pas ouvert votre micro. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, du coup, effectivement, ça prend énormément de temps. J'ai dépeint quand même on va dire, les crémas comme un système qui peut être très intéressant, ça c'est évident. Par contre, effectivement, les premières crémas ont été créées à partir des années 2000. Il y en a 20 qui sont créés actuellement, 20 qui sont en cours de création. Le problème principalement, c'est donc l'appui à la création de ces crémas. L'appui est fait par les ONG locales sur le terrain qui ont peu de moyens, avec des financements comme on le connaît, avec des projets qui durent à peu près 3 ans, et ce n'est pas suffisant pour mettre en place une créma. On l'a vu, c'est un système qui doit être complexe dans le sens où déjà, il y a tout le travail administratif de création de la créma déjà. Et ensuite, il faut une pérennité financière. La majorité des crémas utilisent l'écotourisme en fait, pour financer leurs fonds. Nous, notre stratégie, c'est de développer avec des filières. Mais donc, on leur demande de gérer durablement leurs ressources, d'être économiquement viables, et tout en gérant donc, le territoire avec, bien sûr, les autorités nationales. Donc, ça prendrait 10 ans, en fait. Donc, nous, les étoiles s'alignent et se sont très bien alignées sur le projet en fait, financé par l'AFD, dans le sens où les ONG locales avec lesquelles on travaille, elles étaient compétentes. Elles avaient déjà travaillé en amont à la création et tout ce qui est, on va dire, législatif à la création des crémas. Et donc, on est sur le terrain depuis 4 ans. Il va nous en falloir encore 3 à 4
pour pérenniser ce fonctionnement et pour avoir une créma fonctionnelle. Et donc, la réalité, c'est vrai qu'au Ghana, beaucoup de crémas sont en dormance. Elles ont été créées et puis, bon, les financements se sont arrêtés ou l'ONG locale n'a pas eu la capacité de finir son travail. Donc, j'ai dépeint un peu un modèle, on va dire, idéal, mais qu'on arrive à mettre en œuvre, mais au bout de 10 ans. Et l'évaluation de leurs impacts sur la biodiversité, vous avez des choses là-dessus? Il y a un rapport qui va sortir en effet l'année prochaine, qui a été appuyé par Noé et géré principalement par l'UICN et les ONG locales. Donc, je pourrais vous en dire plus début d'année prochaine. Effectivement, ils sont en train de voir les images satellites des différentes crémas et de sa périphérie. Les résultats ne sont pas flagrants à première vue, hein, mais comme je disais, il faut que le modèle soit performant et robuste pour pouvoir atteindre des résultats sur le terrain. Et donc, le rapport montrera sans doute que c'est un peu, comment dire, c'est des résultats sans doute très mitigés à l'heure actuelle, mais ça a permis d'avoir un renforcement au niveau social, une réorganisation. Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais donc, je pourrais diffuser le rapport quand il sera diffusé l'année prochaine. Merci beaucoup. Cédric Ramani, est-ce que vous voulez répondre aux questions que je vous ai envoyées tout à l'heure? Est-ce qu'elles vous parlent? Notamment, vous avez la plus facile, je pense que c'est celle sur votre avis sur l'utilisation future de la surface terrière comme moyen, au fond, y compris de générer de la certification ou d'appuyer la certification, etc. Ok, effectivement, question la plus facile. Je ne me rappelle plus, il y avait plein de questions. Oui. La surface terrière, effectivement, c'était un pilote, c'était montrer sa faisabilité. Comme je l'ai dit, c'est un outil assez facile à mettre en œuvre. On a des demandes aussi bien d'autres opérateurs privés pour le mettre en place au sein de leur coopérative d'approvisionnement. Donc, il y a une demande du secteur privé. Quant à l'intégration dans les labels, c'est des discussions qu'on a. On essaye de publier de l'information sur cet outil et ses impacts. Mes collègues sur le terrain ont même formé des agents de certains systèmes de certification à l'utilisation de l'outil pour que les labels se familiarisent avec l'outil. Donc voilà, on est en train de promouvoir son utilisation et de produire des références. On travaille aussi avec le CIRAD, avec l'équipe de Patrick Jagoret pour mieux documenter l'efficacité de ces modèles agroforestiers complexes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses sur le Cameroun qui ont été présentées ce matin, mais finalement assez peu sur la performance de ces SAF en Côte d'Ivoire. Donc ça fait partie aussi, voilà, ça fait le lien aussi. Il y avait des questions sur les prix, je crois. La prime agroforestière, c'est 100 francs par kilo, et la prime bio-commerce équitable, c'est 400 francs par kilo. C'est-à-dire que pour un producteur dans ses cacaoyères, il gagne 500 francs par kilo en plus. Les prix Borchamp de ces dernières années, c'était entre 700 et 900 kilos. Donc, vous voyez que c'est significatif et c'est une vraie incitation à valoriser ces agroforestières. Il y a des questions aussi sur les projections de rendement. C'est un projet pilote qui avait une durée assez courte. Il a duré 2 ans et demi avec une phase d'extension, donc on va dire 3 ans. Donc sur des systèmes comme ça complexes, c'est difficile de faire un avant-après sur la question des rendements, d'autant plus qu'on a une grosse hétérogénéité des rendements. Vous avez vu, j'ai mis la courbe dans mon slide, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les ombrages. On avait des cacaoyères très ombragées, on en a d'autres qui sont très peu ombragées. Donc, on a une diversité de situations. Donc, on peut avoir des rendements de 50 à 300 kg dans des agroforesteries, dans des systèmes agroforestiers complexes. Tout ce qui est sûr, c'est que le potentiel de régénération peut facilement doubler les rendements dans ces cacaoyères. CF aussi, les résultats, parce qu'on a travaillé aussi on avait accompagné Etikable sur la SEB. Vous avez eu les résultats aussi sur la SEB, qui est sur un tout autre modèle, sur des plantations plein soleil, où au départ, c'était plutôt intensif. Et le passage au bio n'a pas diminué le rendement, mais les a légèrement augmentés, entre 350, 400 à 480. Donc, voilà à peu près les grands chiffres. Mais pareil, c'est un travail qu'on est en train de consolider et documenter dans le programme de recherche avec le CIRAD notamment. Oui, les effets de fuite et de la déforestation, faut replacer aussi ce pilote PSE dans le cadre d'un programme REDD+. C'est-à-dire c'est une des composantes de ce programme REDD+. Donc, il y a tous les outils de monitoring et de suivi de la déforestation qui sont prévus par la méthodologie REDD+.
pareil, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web. Et je rappelle aussi l'importance de la certification foncière, qui était un autre volet important dans ce programme RED+, pour donner de la sécurisation foncière. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on a pu documenter aussi le coût à grande échelle de la certification foncière. C'est vraiment un investissement à la portée de beaucoup de monde quand il est fait à grande échelle et sur une surface réduite pour faire des économies d'échelle et qui permet un réel investissement aussi bien dans des modèles agricoles type production de cacao ou autre que des modèles forestiers pour développer une sylviculture villageoise qui est encore aujourd'hui très peu développée et qui présente un potentiel très important. Voilà, merci beaucoup. Pour Antoine Riès-Dumondé, il y avait deux questions que j'ai identifiées. Le lien avec le territoire et la manière dont ça rentre ou non dans les critères de RSE. Et puis, votre expérience en Côte d'Ivoire avec RED+. Est-ce que RED+, vous aide? Et plus globalement, vous avez une question très vaste mais très intéressante sur, en fond, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont à la fois vos difficultés pour avancer dans les démarches dont vous avez parlé, qu'est-ce qui vous complique la tâche et qu'est-ce qui vous, au contraire, la facilite ou vous aide dans cette trajectoire? Ok, alors merci pour ces questions. Juste sur le lien territoire, chez nous, il est évident le lien avec le territoire. Déjà, sur le volet de la lutte contre le travail des enfants et le travail dangereux des enfants, notre action, nous, va se focaliser sur l'éducation. Pour citer deux initiatives que nous avons, c'est les écoles familiales agricoles que nous soutenons avec l'IECD. Nous avons co-construit une école qui permet de former des jeunes entrepreneurs à l'agriculture avec des promotions chaque année qui sortent et qui professionnalisent. Deuxième initiative, c'est l'initiative TREC, donc, qui est une initiative de la Fondation Jacob, avec qui nous travaillons sur un programme qui s'appelle Teaching at the Right Level, donc un programme de renforcement éducatif qui permet justement de cibler les carences des élèves dans les zones de production de cacao et puis les accompagner. Donc voilà deux initiatives que nous avons au niveau du territoire et au niveau de l'éducation. Et puis, sur RED+, nous avons signé un engagement en mai 2019, donc c'est tout récent, et nous partageons avec eux un certain nombre d'informations d'ordre géomatique, un certain nombre d'informations sur les programmes que nous faisons. Et nous sommes au début des démarches HCV, HCS sur le stock carbone avec nos équipes qui sont connectées avec les équipes du RED+, pour mener à bien des projets. Donc, nous en sommes qu'au début. Sur la dernière question qui est très vaste et qui peut amener à, comme je le disais, à je pense, Denis Sonwa, il faut une élaboration un peu plus longue, je ne pourrais pas le faire là, sur les contraintes, mais on a des contraintes d'échelle de temps, puisque c'est 120 coopératives. Une coopérative, c'est environ 700 planteurs. Donc, mener une action, il faut avoir un peu d'endurance, donc mener des actions progressivement et faire évoluer les coopératives. Donc, on a mis en place un système de ligues des coopératives qui sont classifiées en ligues de start-up, par exemple, des ligues professionnelles et puis des ligues espoirs. Donc, en fonction des évolutions des différentes coopératives par rapport à ces ligues et des critères qu'on a établis, on les fait monter en compétences et ça nous permet de mesurer un impact sur le terrain. Donc, il y a une question de temps, d'échelle, et il y a une question d'investissement, puisque proposer un cacao durable avec toutes ces contraintes, un cacao traçable, c'est forcément plus coûteux. Donc, c'est un investissement supplémentaire pour lequel nous recherchons des financements à travers nos partenaires, nos clients. Et donc, il y a quelque part à amener la grande distribution, à amener tous nos clients à aller vers des typologies de cacao que nous avons appelées chez nous préférence et excellence, qui permettent de garantir ces impacts. Donc voilà, et puis les opportunités, c'est vraiment les opportunités sont les plateformes collaboratives que j'ai citées qui nous permettent aujourd'hui de renforcer l'échelle d'action, de nous réunir ensemble, de parler le même langage. Donc ça, c'est une réelle opportunité à travers ces initiatives.
Et je pense que les années à venir, cette année 2020 et l'année précédente ont été très riches en structuration dans la filière cacao. Donc, on a eu de véritables avancées qui demandent à être opérationnalisées sur le terrain. Bon, la crise Covid étant passée par là, ça a ralenti un peu les efforts, mais nous allons reprendre de plus belle. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je ne vois pas de questions supplémentaires. Je pense qu'on a beaucoup traité et vous avez abondamment répondu. Il nous reste à passer la parole à Christophe Côté, comme je disais, le directeur de l'agence de l'AFD au Ghana, pour que Christophe nous explique comment tout ce qu'on a dit là résonne avec la vision et les projets de l'agence sur place. À vous la parole. Alors, je pense que on ne vous entend pas. On voit vos lèvres bouger et pourtant, je ne vois pas. Vous m'entendez? Ah, ça y est. Parfait. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie de nous avoir associés. Et puis, je vous remercie pour la journée. On a une collègue qui a suivi tout avidement de A à Z. Et moi-même, j'ai écouté attentivement et de façon très intéressée ce qui s'est dit lors de cette dernière session. Alors, le regard que je vais vous donner, c'est celui d'un directeur tout jeune. Je viens d'arriver au Ghana. Je découvre le pays, je découvre aussi le secteur, mais j'ai des collègues avec qui j'ai partagé des réflexions sur le sujet du cacao qui sont investis parce que c'est sans doute un des secteurs dans lequel l'AFD va vouloir investir dans les années qui viennent. Alors, juste un tout petit mot au préalable sur un sujet que sans doute la plupart de vous connaissent, c'est l'importance du cacao pour le Ghana. Le Ghana, donc, c'est le deuxième exportateur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire. Pour le pays lui-même, c'est un enjeu majeur, c'est 7% de son PIB, c'est 36% du PIB agricole, 800 000 exploitations familiales, 6 millions de personnes qui dépendent de la filière. Donc c'est un secteur majeur et c'est évidemment aussi un secteur avec des fortes, je dirais, implications environnementales pour le pays. On évoquait tout à l'heure la perte de forêts, la déforestation en Côte d'Ivoire. C'est évidemment le même sujet au Ghana. Entre 1950 et 2000, on a une perte de couverture forestière de 60%. Comme le rappelait tout à l'heure le collègue, le cacao n'est pas le seul responsable de cette perte de couverture forestière, mais c'est malgré tout un des facteurs principaux au Ghana. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le cacao au Ghana, c'est un enjeu. Et alors, peut-être le paradoxe, c'est que pour l'instant, l'AFD au Ghana n'est pas très impliquée dans le secteur du cacao ou dans les sujets liés. Ça fait 35 ans que nous sommes au Ghana. On a travaillé dans le secteur de l'agriculture. On a beaucoup travaillé dans le secteur du riz. On a encore des programmes actifs dans le secteur de l'EVA. On travaille là actuellement à un projet d'irrigation vers le nord. Mais nous n'avons pas de projet actif directement actif sur le cacao. Alors, pour autant, c'est un secteur vers lequel on va sans doute aller pour différentes raisons. Et une d'entre elles, en fait, c'est ce qui me marque beaucoup au début de ce séjour, c'est l'importance qu'accorde de plus en plus un certain nombre de partenaires au sujet du cacao, et notamment l'Union européenne. On voit que la question du cacao durable devient un élément important en fait du dialogue politique
qui se fait en fait entre l'UE et le Ghana. Bien sûr, ce que la délégation de l'Union européenne locale a en tête, mais je pense que c'est la même chose en Côte d'Ivoire, ce sont des mesures en fait à venir au niveau de l'Union européenne, de ces importations et des contraintes qu'elle va, dans le fond, commencer à imposer aux pays qui fournissent le cacao en matière de cacao durable, biologique et, je dirais, aussi un cacao avec comment dire, qui a une valeur ajoutée aussi sur le plan social. Donc, clairement, dans le programme 2021-2027 de l'Union européenne au Ghana, mais aussi en Côte d'Ivoire, la filière cacao devient extrêmement structurante. Et nous, on va à la fois suivre, essayer d'être moteur, se positionner sur ces sujets-là. Alors, simplement, ce que je voulais partager avec vous, c'est des réflexions dans lesquelles on est sur qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, pour l'AFD que d'intervenir sur ce secteur. Comment on fait et comment on peut procéder. Et puis, souligner à cette occasion, en fait, l'importance de ce qui vient d'être dit par CEMOA, Noé Conservation et le dernier collègue. Pourquoi? Parce que, évidemment, pour nous, travailler sur le secteur du cacao, c'est travailler sur les sujets connexes de biodiversité, de déforestation, des forêts, des questions genre, évidemment des questions sociales. Beaucoup de producteurs sont dans des situations de pauvreté. Et la question voilà, qu'on doit travailler, c'est comment on fait en fait pour répondre à ces enjeux, quels sont nos interlocuteurs et comment parvenir à avoir une valeur ajoutée, faire une différence sur ces questions-là. Alors bien sûr, il y a la question, il y a toujours la possibilité de travailler sur la gouvernance du secteur. Au Ghana, il y a un organisme pivot qui s'appelle le COCOBOD, que sans doute la plupart d'entre vous connaissent, qui fait un peu d'ailleurs la spécificité du Ghana en matière de régulation du secteur. Mais ce n'est pas toujours évident de travailler avec des structures comme ça, tout simplement parce qu'on n'a pas toujours les moyens de les financer, ni même je dirais des programmes qui les intéressent. Idéalement, on voudrait aussi travailler avec je pense, les grandes entreprises impliquées dans le secteur du cacao, pourquoi pas à travers des financements des institutions financières de développement Proparco chez nous sur des sujets. Ça, encore une fois, ça n'est pas forcément évident pour différentes raisons, et notamment le fait qu'on a du mal à se retrouver parfois sur des priorités communes. Et c'est pour ça, en fait, il me semble que les ONG et les associations et peut-être certains, je dirais, compartiments de l'activité de certaines entreprises, comme CEMOA, par exemple, sans doute sont une des pistes les plus prometteuses, en fait, en termes d'action pour l'AFD au Ghana sur ce secteur. L'exemple évident pour nous, évidemment, c'est Noé, avec lequel le programme est formidable. Hein, le programme développé par Noé est formidable. C'était un financement, je dirais, société civile, donc qui n'est pas forcément passé directement par l'agence et qui, on l'espère, prochainement pourra faire l'objet d'un passage à l'échelle pour une action, disons, renforcée, plus importante. Et ça montre que la capacité en fait d'innovation et de structuration
des ONG pour une structure comme l'AFD est précieuse. C'est une manière pour nous de faire apparaître dans le fond les innovations des interlocuteurs originaux et intéressants qui peuvent constituer un premier pas vers une action, je dirais, plus structurée, plus renforcée à l'échelle du pays. L'enjeu pour nous, en fait, c'est comment on identifie en fait ces partenaires, comment on fait remonter les bonnes idées, quel type de plateforme en fait on peut mettre en place pour dans le fond, identifier, renforcer le dialogue et quel type de financement aussi on peut trouver pour appuyer ces structures. Donc pour moi, c'est vraiment, là, il y a vraiment une question qui est importante pour un acteur comme l'AFD, de savoir comment on construit, quels outils on a pour développer des partenariats avec des structures qui viennent de présenter leurs travaux. Je pense aussi peut-être qu'une autre piste par extension, elle est peut-être de savoir comment on s'insère en fait dans les circuits de financement de la filière à différents niveaux et comment on rend, puisque le sommet Finance en commun commence prochainement, ou va bientôt commencer, comment en fait on rend durable le financement de la filière, quel levier on a en fait pour rendre durable le financement de la filière. Et peut-être qu'un rôle à venir de l'AFD, d'acteurs comme l'AFD, sera dans le fond d'embarquer le plus possible les acteurs avec lesquels on aura pu travailler, de la société civile en particulier, et les innovations qu'elle propose, dans les grands, je dirais, les grands sujets à venir, notamment au niveau européen, pour qu'elles aient leur place et que les propositions en fait qu'elles font puissent en fait être reprises à ce niveau-là. Ça, pour moi, je dirais qu'à moyen terme, enfin le travail qu'on fait là à moyen terme, il trouve là un débouché, peut-être structurant en matière de dialogue politique entre les deux pays, et c'est aussi me semble, un horizon intéressant des partenariats qu'on pourrait construire là à court terme avec les différentes ONG présentes sur place. Voilà, je vous remercie et je vous rends la parole. Mais non, c'est nous qui vous remercions pour ces mots plein d'avenir aussi et qui, je pense que moi, l'une des choses qui m'a frappé dans toute cette journée, c'est au fond une grande quantité de messages plein de perspectives positives. C'est pas je dis pas ça pour faire joli. Je pense vraiment que j'ai été surpris par le caractère concret des propositions, des perspectives qui sont ouvertes par les uns et les autres à tout niveau, de la Commission européenne jusqu'aux entreprises et ONG, en passant par l'AFD et les autres acteurs. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce secteur. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça va prendre la dimension que tout le monde le souhaite. Nous vous disons tous à bientôt. Je remercie beaucoup nos collègues de l'AFD qui nous ont soutenus et avec qui on a fait ce travail, Tiffaine Le Ménager, Stéphanie Léronas. Je remercie Karine Antounès qui a préparé et organisé tout ce travail. Comme vous êtes nombreux à l'avoir demandé, on va essayer de se débrouiller pour vous indiquer les principales références et peut-être des liens pour trouver les PowerPoint pour ceux qui voudraient retrouver les diapositives. Nous vous disons à bientôt.